Bonjour tout le monde, ça fait bien de reprendre les speed learning avec vous. Aujourd'hui la thématique ça concernera l'ALM, Asset and Liability Management. L'objectif c'est de vous expliquer en quoi consiste la gestion d'actifs passifs dans un environnement banque et aussi c'est quoi l'intérêt de gérer ça en termes de flux, en termes de fonds propres et en termes de gestion de crise en cas de gap. Pour débuter, on va commencer avec la gestion d'actifs passifs. C'est quoi un bilan? Un bilan en général, un bilan comptable se construit d'un actif et d'un passif, d'un bilan et d'une partie extra-bilan qu'on appelle hors bilan. Au début, dans l'actif, on a l'emploi clientèle, la notion des marchés, des financements et des immobilisations. Là, chaque catégorie, elle se différencie entre moins d'une année, entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Pour le passif aussi, on a les ressources clientèle, les financements court terme, des financements long terme et les fonds propres qui constituent la base stable d'une banque par exemple ou d'une entreprise. Pour la partie hors bilan, on a toujours des engagements donnés, des opérations de marché qui restent en stand-by et des engagements reçus et des opérations de marché qui restent en stand-by. C'est pour ça qu'on ne les inclut pas au bilan jusqu'à la fin de l'exercice. Pour différencier entre les ressources clientèle et les autres ressources, je vous ai donné des exemples détaillés. Par exemple, pour les ressources clientèle, on a les dépôts à vue, comme votre compte de dépôt normal que vous gérez au quotidien, des comptes épargne et aussi des dépôts à terme. Pour les autres ressources, on peut avoir des titres de créances négociables, des emprunts obligataires, au court terme et au moyen long terme, moins d'une année ou supérieur à une année, et aussi des capitaux propres dépôts actionnaires et des bénéfices qui ne sont pas encore distribués pour les cas des entreprises. Pour les emplois, partie actif, les emplois clientèle, ça contient toute la partie crédit, ainsi que les comptes chèques, les comptes courants, même s'ils sont débiteurs. Pour les autres emplois, on a pour les entreprises les prêts interbancaires, qui peuvent se faire en JJ ou en intercalé. Il y a aussi les titres comme actions et obligations. Il y a des titres de participation qui peuvent s'inclure au fonds propres. Et on a aussi la partie immobilisation qui concerne tout ce qui est immeuble, mobilier informatique et tout ce qui est non financier. Maintenant, on va passer à la notion du risque de liquidité. Le risque de liquidité peut se concrétiser sous deux formes différentes. Le risque où on ne peut pas honorer des engagements, c'est-à-dire on est en défaillance de liquidité, on ne peut pas payer un engagement à une date J où on doit payer. Et un risque lié au coût de la liquidité, surtout dans les risques de change, où on ne peut pas gérer les fluctuations des marchés pour payer les décalages de liquidité. Pour le risque de liquidité, pour corriger le non-adossement des emplois et des ressources en termes à échéance, c'est-à-dire je vous donne un exemple, vous devez à demain 300 000 euros, mais vous rentrez demain à 280 000, le gap est de 20 000 euros par exemple. Pour prendre un exemple, un prêt à 2 ans est refinancé par un emprunt sur le marché à 1 an. Donc, dans 1 an, on sera obligé à renouveler notre prêt, comme ça on couvre le risque de liquidité à l'instant T. Le risque de liquidité n'est pas un risque statique, c'est un risque qui est relié à la variable temps. Donc, on planifie notre gestion des risques de liquidité dans un créneau de 1 an, 2 ans, 5 ans, en fonction de nos besoins de liquidité et en fonction de nos échéances de rentrée d'argent. Comme ça, on anticipe les risques de non-paiement, les risques de liquidité et on se couvre contre les fluctuations du marché. Tout ce qui est risque lié au coût de liquidité, on a les risques liés aux besoins de financement futur pour réduire les marges prévisionnelles où elles peuvent entraîner l'incapacité d'un financement futur. Elles peuvent nous obliger à réduire la marge et conserver certains clients ou on peut perdre des opportunités de développement à cause des risques de liquidité, ça aussi. En tout cas, pour résumer, le risque de liquidité, c'est un risque de couverture en premier lieu, mais aussi un risque de prévision et d'estimation des fluctuations de marché. Soit on est sur des gestions de prêts interbancaires ou prêts au quotidien dans une place financière, ou des gestions sur des marchés internationaux pour le risque de change. Là, je vous présente un schéma pour
comment dire, pour schématiser et pour comprendre le risque de liquidité en termes de flux. Au début, on a toujours un besoin de financement supérieur à la capacité de financement sur les marchés. De ce besoin-là, on identifie le risque de liquidité, c'est-à-dire le manque et le risque qu'on peut prendre en trouvant des financements et en estimant nos rentrées d'argent. Et là, ça se dispatche en deux risques séparés. Le risque d'assèchement de liquidité, c'est-à-dire on se retrouve sans argent, sans liquide pour gérer la journée comptable. Et le deuxième risque, c'est un risque lié à la liquidité, c'est-à-dire on emprunte l'argent à un coût supérieur et à un taux supérieur à ce qu'on a déjà. Donc, par exemple, tu prêtes l'argent à une banque à 2%, mais tu empruntes l'argent à 2,5%. Là, c'est un équilibre de 0,5% sur une journée, par exemple. Et là, la gestion ALM est dans un but de gérer toujours ces différences de taux. Pour vous expliquer une situation de liquidité, c'est un échéancier de financement court et long terme, c'est-à-dire le détail de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Pour le positionnement sur le marché, on a la concentration des prêteurs, le prix et volume des émissions sur la place financière et la capacité de financement qu'on a. Pour les évolutions futures, on a un besoin de financement prévisionnel, les impasses ou les gaps de liquidité dynamique ou des fois statiques, et à chaque fois, toutes les banques, toutes les institutions financières sont tenues de communiquer de façon mensuelle, et trimestrielle et annuelle un stress test scénario pour expliquer aux régulateurs comment on gère les situations de stress si on ne retrouve pas de l'argent emprunté sur le marché. Est-ce qu'on a déjà des actifs derrière, des HQLA, des High Quality Liquid Assets? C'est les actifs de meilleure qualité qui sont liquidables et vendables dans la même journée. Après, je reviendrai à des exemples pour expliquer ça en détail. Là, je vais vous expliquer aujourd'hui une partie du gap de liquidité statique. Dans un autre speed learning, on fera le risque de temps et on expliquera c'est quoi le gap de liquidité dynamique. Parce que les deux, en même journée, ça serait un peu lourd. Le principe général de l'écoulement, le but c'est d'amortir et d'écouler les encours du bilan et de leur bilan à une date d'arrêté. C'est-à-dire toujours, on a de la liquidité et une variable temps à gérer. Donc on doit synchroniser entre les deux. Il faut prendre en compte les caractéristiques des produits et des contrats qu'on a déjà, qu'on détient et qu'on emprunte. Il faut aussi gérer les comportements clients et il faut aussi travailler sur les contrats échéanciers sans tenir en compte des productions futures. Parce que des fois, on ne peut pas anticiper les évolutions des marchés au-delà de 3 mois, surtout en situation de crise. Pour résumer, on dit que c'est de l'ALM statique. En 2 exemples, par exemple, les productions futures de crédit, les ouvertures futures de dépôt ne sont pas prises en compte. Si la banque est engagée à prêter dans le futur, ce prêt doit être pris en compte avec une probabilité que ce client réalise effectivement le déblocage. Parce que même les clients sont eux aussi peuvent être victimes d'un risque de liquidité. Eux aussi, ils ne peuvent pas prévoir les entrées d'argent de leurs clients sur le bilan. Là, j'ai essayé d'expliquer c'est quoi un taux, les types de taux. Un taux, chaque personne a un livret A par exemple, on te dit qu'en fin d'année, tu as une rémunération de 0,5. 0,5 sur un encours d'une année déposée, par exemple. Un taux fixe, c'est un taux connu au départ de l'opération et pendant toute la durée. C'est comme un taux de livret A, c'est un taux réglementé. Un taux révisable, c'est un taux avec lequel on prête au début et on convient avec le client de le réétudier sous une fréquence. Par exemple, 1 mois, 3 mois, 1 an. Ça dépend de la durée du prêt et ça dépend aussi de son échéance. Par exemple, on a des Euribor, 3 mois plus une marge. La marge, c'est le spread de risque. Les taux variables, c'est des taux basés sur un index de marché connu. Et après, à chaque fin de période, on calcule des intérêts. Les taux réglementés, ce sont des taux partiellement fixes, mais ils sont assujettis à la réglementation de la Banque de France, par exemple, et qu'on ne peut pas modifier, sauf aval de la Banque de France qui émet ses circulaires dans ce sens. Un taux sans risque, le dernier taux que j'ai voulu expliquer, c'est la composante fondamentale du taux d'intérêt qui représente un taux théorique
et que l'investisseur attendrait d'un placement déposé par exemple à une date donnée. C'est-à-dire, on te dit que c'est un taux sans risque de 2%, en fin de compte, c'est les 2% qui sont stables et tout ce qui est lié, il peut être variable et dépendrait de l'évolution des marchés. La banque, dans son placement, dans une BFI par exemple ou dans une salle de marché, la banque détient deux types de portefeuilles, le trading book et le banking book. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la notion du risque de liquidité parce qu'on calcule certains risques sur le banking book et on calcule certains risques sur le trading book. Le trading book, c'est l'ensemble des actifs échangeables détenus par un établissement financier. Ce sont des valeurs supposément liquides. Donc, tu détiens dans ton trading book tous les titres que tu peux vendre dans la journée. Ils sont liquides, tu les détiens. Il n'y a pas de blocage de liquidité, il n'y a pas d'assèchement de liquidité sur ces fonds-là. Et ce sont des actifs que tu peux échanger. Alors que le banking book, non. Le banking book, tu dois détenir tous tes titres à maturité. C'est comme ta résidence principale, tu la prends pour y vivre toute ta vie. Donc, tu le détiens jusqu'à la session, jusqu'à la fin de ce titre, de cette action, obligation ou contrat. Donc, pour le banking book, c'est l'ensemble des propriétés stables d'un établissement bancaire détenu à maturité. C'est-à-dire les actifs et les passifs et les engagements hors bilan de banque sont classés dans les deux blocs. L'activité commerciale, dont le risque structurel, taux échange, sont gérés par la fonction ALM. Il n'y a pas de risque de marché sur la partie banking book, il n'y a que le risque de taux et le risque de change. Les prises de position sur le marché du trading book sont suivies par des indicateurs de marché avec périodicité quotidienne. Le risque de liquidité concerne l'ensemble de l'activité de banque, donc l'activité de la banque. Donc, en tout cas, on calcule le risque de liquidité sur les deux portefeuilles, mais le risque de marché n'est calculé que sur le trading book. Maintenant, passons à la fonction ALM dans la banque. Donc, pour cette fonction-là, elle est très intéressante dans la banque, elle est primordiale, elle est devenue un des piliers, une des directions qui décide sur la stratégie financière de la banque. Et sans elle, il y aura beaucoup de déficits et beaucoup de pertes. Donc, depuis le début des années 2000, on crée des directions qui gèrent l'ALM et leur impact il est indispensable sur les stratégies annuelles et dans le moyen et le court terme pour chaque banque. La fonction ALM participe aux décisions stratégiques et financières de la banque. Il y a deux types d'interactions, les ALM, les directions commerciales et marketing, et l'ALM avec la direction financière. Le but de gérer avec les directions commerciales, c'est définir le taux de vente des crédits, par exemple, définir le taux d'un crédit IMO, d'un crédit conso, et avec la direction financière pour les flux intra-banque entre la BFI, entre l'asset management, entre la vente des taux, entre toutes les entités qui interagissent en vente de l'argent liquide ou en contrat. Le but, c'est d'intégrer l'ALM dans le pilotage commercial et de détermination de la tarification bancaire. Il définit les modalités d'accès à la liquidité et le coût de la liquidité. Comme je vous ai dit, l'ALM, c'est eux qui définissent la vente d'un crédit immobilier, d'un crédit consommation, d'un revolving. C'est eux qui définissent le taux et ils essaient de négocier la marge commerciale avec les directions commerciales. Comme ça, on fixe la marge de gain de façon raisonnable. Donc, l'ALM doit fournir aux directions commerciales les conditions d'accès à la liquidité sur les marchés financiers, le coût de la liquidité et les modalités de refinancement. Donc, on fixe par rapport au taux variable un prix et par rapport au taux fixe un prix. Sur les nouveaux produits, l'ALM vérifie les fondements, comment on va les vendre, à quel temps on va les vendre. Il faut aussi prévoir l'écoulement sur le bilan. Il y a chaque produit, on doit étudier la façon dont on va l'écouler dans la variable temps et comment on va l'écouler sur les blocs du bilan. Déterminer les conditions d'adossement et chiffrer le coût de cet adossement, donc le coût de liquidité et de couverture. Par exemple, si on a des produits risqués, l'ALM est tenu à faire des études prévisionnelles et économétriques pour savoir combien ça va nous coûter et comment on va le couvrir et quels sont les instruments et les contrats dont on doit se doter pour se couvrir de ce risque-là.
Pour les autres tâches, il y a la révision et le suivi des tarifications des produits. On est dans des marchés très évolutifs qui évoluent rapidement en termes de taux, en termes de coûts et en termes de risques. Donc, l'ALM sont tenus de faire des backtests sur les produits qui sont là, faire des updates des taux et faire des minimums des revues annuelles sur les taux de commercialisation de crédit. La participation à la définition des objectifs commerciaux, c'est-à-dire en termes de marge, en termes de réalisation, par exemple, si on pose un crédit à 3% un crédit IMO à 3% dans cette conjoncture-là, ce serait difficile à vendre. Donc l'ALM copilote la partie vente avec les commerciaux, comme ça, le produit soit à un prix raisonnable pour le vendre sur le marché. Par exemple, j'ai essayé de faire des petits exemples pour des banques de retail, des banques de crédit, de la BFI. Comme ça, vous avez une idée sur la partie, comment un bilan se structure et comment il est dispatché en fonction d'une gestion raisonnable en termes d'ALM. Par exemple, pour une banque retail, les emplois clientèle constituent presque 50% de l'actif, les financements, presque 25%, et ça reste les immobilisations. Pour les ressources, par contre, dans le passif, ça constitue en moyenne 25%, les financements court terme et les financements long terme constituent la moitié et le reste c'est des fonds propres. Pour la partie hors bilan, il y a toujours des engagements donnés et des engagements reçus. Par exemple, pour une banque de crédit spécialisée, une banque de leasing par exemple, on a des emplois clientèle, des financements et des immobilisations. Pour le passif, puisqu'on n'a pas de dépôt client, on n'a que des financements, ça se dispatche entre un court terme et un long terme, et des fonds propres. Et leur bilan reste le même. Pour une BFI, c'est là où on a un peu de différence. On a sur l'actif, on a des crédits clientèle, on détient des titres qu'on a acquis sur les marchés, on a des financements et des immobilisations. Aussi, sur le passif, on a des titres parce qu'en interbancaire, on peut avoir des collatéraux. Donc, on doit bien gérer la partie passive. On a une partie financement, c'est court terme et long terme, fonds propres, et pour leur bilan, ça reste le même. Je reviens à une partie où j'ai expliqué qu'entre les différentes entités de la banque, il y a des taux de vente entre, par exemple, le groupe et la partie asset management ou le groupe et la partie leasing. Le taux de vente s'appelle le taux de cession interne. Le taux de cession interne ou taux d'adossement, c'est le taux auquel chaque contrat est adossé. Du commercial vers l'ALM. C'est un taux de refinancement entre les entités en interne. Il est défini en fonction des conditions de marché et il est spécifique à chaque contrat. Par exemple, un taux de vente pour un crédit IMO n'est pas un taux de vente pour un crédit leasing, n'est pas un taux de vente pour un factoring, par exemple. Les objectifs de la définition du taux de cession interne, transférer le risque de taux de l'entité vers l'ALM, analyser la marge commerciale par produit et par client, analyser les résultats passés et réaliser des prévisions sur la marge future en anticipant les taux du marché, en anticipant les éventuelles crises ou les éventuelles remontées sur les marchés mondiaux. Et la dernière chose, c'est de tarifer les produits clientèle et estimer la rentabilité des produits nouveaux. Pour vous expliquer, par exemple, un gap de liquidité statique, le but, c'est d'amortir, d'écouler le bilan et même le hors-bilan à une date arrêtée. Donc, le but, c'est d'échéancer tous nos flux sur le temps, court terme, moyen long terme, entre moins d'un an, entre 1 an et 3 ans, 3 ans, 5 ans, plus que 5 ans. Par exemple, si on prend des obligations, on doit savoir que ce qu'on achète à une date T peut évoluer dans le temps et on doit estimer comment on va l'écouler, parce que si à un certain temps une obligation nous coûte cher ou on sent qu'on perd sur une date donnée, on doit décider est-ce qu'on va la céder, est-ce qu'on va l'investir autrement. C'est ça les décisions qui sont un peu difficiles pour les gaps de liquidité statique. Pour mesurer le risque de liquidité, l'indicateur utilisé, c'est le cap de liquidité statique dans ce cas. Le cap de liquidité statique, c'est la différence sur chaque maturité. C'est-à-dire on prend
deux titres sur la même maturité, sur une date, par exemple 1 an et demi, et on mesure les montants d'encours passifs et actifs, et la différence nous donne une idée sur le gap de liquidité qu'on a. C'est-à-dire, on a l'argent à ce coût-là dans la partie actif, on a l'argent à ce coût B dans A et B. La différence entre B et A, c'est le gap. Le gap de liquidité permet de visualiser le risque de liquidité, à chaque maturité, et de le quantifier et d'anticiper et de se couvrir contre ce risque-là. C'est-à-dire qu'on peut anticiper, par exemple dans 3 ans, que le déficit doit être couvert par une acquisition d'un certain nombre de contrats qui vont nous donner une rentabilité pour se couvrir contre ces risques-là. Il faut réduire le risque de liquidité, donc on réduit le gap, ça c'est évident. Et le rôle des fois de l'ALM est d'émettre des limites d'investissement, comme ça on va encadrer le gap à chaque maturité. Pour d'autres notions comptables qui rentrent dans le même scope de risque de liquidité, et à la VAN. La VAN, c'est la valeur actuelle nette d'un post-bilan, c'est-à-dire c'est l'estimation des flux futurs du capital et d'intérêt qui sont générés. Le but, c'est de faire une formule, une suite en fonction des titres qu'on détient, de IAM, et on actualise les flux futurs et on obtient notre VAN qui nous permet d'estimer les flux qu'on a et nous permet aussi de se couvrir contre les éventuels risques de manque de capital et d'assèchement de liquidité. La marge nette d'intérêt est la différence entre les intérêts reçus et les intérêts versés pour une période donnée. Grâce à ce mécanisme, on peut distinguer la marge commerciale et aussi la marge réalisée par l'ALM. Là, j'ai essayé de faire un petit diagramme pour tracer la marge du taux dépôt client. La marge commerciale, ça c'est de l'activité commerciale. Taux de dépôt client, c'est-à-dire 0,5, la marge commerciale est de 0,1. Donc à chaque fois, on doit les calculer séparément. Après, l'ALM, son rôle est de différencier le TCI de dépôt et le TCI crédit avec la marge de transformation. C'est le gain de la banque. C'est là où on estime toutes nos couvertures et on essaie d'avoir un taux de vente qui est bénéfique et qui couvre contre tous les risques éventuels, estimés qu'on connaît via les études économétriques et les estimations des évolutions des marchés. Après, dans la partie commerciale, c'est là où se construit le taux de crédit qu'on connaît avec une marge commerciale de crédit. La marge commerciale, c'est le taux que je vous ai expliqué que c'est la marge que les agences, le réseau doit gagner. La marge de transformation, c'est la marge de gain pour l'ALM. La modélisation de ces diverses parties, par exemple, on travaille sur des encours mensuels, si on est en retail. On peut travailler sur des encours quotidiens, si on est en BFI, vu que le risque est grand. Pour l'ALM, on ne travaille pas au-delà de 5 ans parce qu'on ne peut pas estimer le taux de façon exhaustive, de façon réelle et de façon bien précise, avec des risques inférieurs à 5% d'erreur au-delà de 5 ans. Donc le but, c'est de calculer les encours de façon au maximum mensuel, estimer les taux, définir les caps de liquidité, faire des petits stress tests et à la fin, se couvrir contre les éventuelles évolutions du marché. Et aussi entre les éventuelles crises où on peut se retrouver sans liquidité alors qu'on détient beaucoup de titres. Pour une méthode simple pour la modélisation des dépôts à vue, il y a toujours une partie stable qu'on place sur le long terme, une partie fluctuante entre le moyen terme et une partie volatile qu'on place à court terme. Donc tout ce qui est court terme, c'est très volatile, c'est à haut risque et c'est les choses qu'on est obligé à décider de façon rapide pour trancher. Pour la partie stable, c'est la plupart des cas des parties obligataires, des parties des actions des grandes sociétés qu'on croit qu'ils ne vont rien qu'évoluer, rien qu'augmenter. Sauf que la dernière crise nous a appris qu'il se peut que chaque chose dégraisse.
Mais le but, c'est de bien dispatcher le choix de placement en fonction de la variable temps. Pour conclure sur cet exercice-là, le but, c'est de savoir que pour la liquidité, on travaille par typologie de banque, par typologie d'activité. Chaque banque a son équipe ALM qui doit estimer la partie stable, la partie volatile de son placement, et elle doit se couvrir par rapport à chaque liquidité à son instant T. Le bilan doit être ségrégué par la variable échéance. Donc sur n'importe quelle échéance, on doit savoir combien d'intérêts on reçoit, combien on doit déposer, quelles sont les liquidités qui vont être échues et combien de liquidités on doit avoir en détention pour se couvrir contre le risque de liquidité d'assèchement. J'ai essayé de rassembler plusieurs références ici sur lesquelles je me suis basé pour faire ce document-là. J'espère bien que j'étais un peu clair parce que le sujet est vraiment très entre la comptabilité et les risques, donc c'est un sujet un peu délicat en termes de compréhension. Je ne sais pas si vous avez des questions. À minima, pour un mois. Mais pour les prêts interbancaires, on fait le TCI chaque jour. Ça dépend de, par exemple, l'activité retail. Il y a je vais passer avec vous dès le début. Chaque régulateur émet chaque journée, à la matinée, un cours de taux à 8 heures et un cours de taux de fin de journée. C'est les taux qui sont fixés par le régulateur, ce sont des taux de base. Après ça, on doit calculer les marges et on doit calculer sur quel produit on va émettre ce taux. Je vais vous donner des exemples concrets. Les obligations se retrouvent sur un marché primaire et un marché secondaire. Sur un taux de base qui est émis par exemple pour les 2 ans, pour la Banque de France, on peut dire n'importe quoi, 0,2. Donc 0,2, c'est le taux fixe. C'est le taux de vente des obligations sur le marché primaire. Sur le marché secondaire, chaque détenteur d'un titre peut estimer qu'il peut gagner par exemple 10% sur ça, donc c'est 0,22. Par exemple, pour la partie immobilière, un crédit sur 2 ans, ça passe entre le taux ALM plus la marge commerciale, ça peut augmenter. Mais là, la fréquence, ça dépend du produit, ça dépend de son échéance et ça dépend de quel marché on parle. Parce que c'est pas tout le temps qu'on se fixe sur le taux d'une banque. Il y a l'Eonia, il y a l'Ester maintenant, il y a des taux sur les marchés. Par exemple, les US, il y a le 1 year, le 5 years, il y a le 10 years. Donc, si on parle par exemple crédit immobilier, on fait des revues mensuelles. Oui, sur des taux interbancaires, sur des repos, c'est quotidien. Parce que les marchés évoluent et les marges évoluent. Pour les obligations demain, donc si on parle BFI, on parle quotidien. Si on parle retail, on peut parler bimensuel, mensuel, ça dépend de la conjoncture. Parce que des fois, les gens anticipent la vente des produits, la vente des taux, parce que ça peut évoluer rapidement dans les journées. Et on ne peut pas vendre un taux que la Banque de France, par exemple, détermine à 0,2, à 0,1, on perd 0,1, parce qu'on a attendu un mois pour faire la revue. La revue, elle peut être anticipée. Mais en général, dans des marchés stables, dans des marchés qui sont un peu monotones, le retail c'est un mois, la BFI et l'asset management c'est un jour. Oui, pour la profondeur, pour chaque étude d'en cours, on doit se baser sur un minimum de 5 ans, parce qu'un minimum de 5 ans nous donne une profondeur statistiquement correcte, très exhaustive, et nous permet aussi d'analyser avec cette profondeur les éventuelles fluctuations du marché. Voir ce qui se passe. Non, c'est pas. Oui, c'est bien, oui, c'est une bonne question. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les stress tests, j'ai travaillé sur l'implémentation des stress tests de liquidité. J'ai fait beaucoup de stress de liquidité, donc je vais vous expliquer de façon réelle. Le stress test, c'est que à chaque fin de mois, la bilan doit faire un bilan provisoire. La direction financière doit avoir son bilan provisoire. En fonction de ce bilan, on doit calculer
tous les risques d'assèchement de liquidité et tous les risques de gap de liquidité pour se couvrir. Donc la direction financière fournit à l'équipe risque de liquidité ALM toutes les données, tout le bilan, et on prend les dépôts à vue, les comptes de dépôt, les comptes de titres, les HQLA. Et là, les définitions des HQLA, elle est vraiment primordiale pour calculer hors liquide, les actifs liquides et réalisables. Les actifs liquides et réalisables, par exemple, je vous dis que vous avez un téléphone, on peut le vendre maintenant à 500 €. Ça, c'est liquide. C'est pas liquide, mais réalisable. On peut le vendre dans la journée. C'est-à-dire, en cas de crise, la banque, elle veut avoir du liquide, elle doit vendre des choses qu'elle détient et des choses qu'on peut céder dans 24 heures. Donc, on prend la liquidité, on définit tous les HQLA, et après ça, dans notre côté du bilan, on voit qu'est-ce qu'on a à payer en termes d'intérêt, qu'est-ce qu'on a en termes de... Par exemple, on fait une émission obligataire qui va devenir échue la semaine prochaine. Donc, on a un encours d'1 milliard d'euros à payer au marché, qu'on détient. Donc, on doit anticiper entre ça et ça. Et si on a, par exemple, un gap, un trou de liquidité de 400 milliards, on doit faire des stratégies et expliquer au régulateur comment on va remplir ce gap-là. Est-ce qu'on a des instruments de couverture? Est-ce qu'on va acquérir des choses sur le marché? Est-ce qu'on va céder des biens? C'est-à-dire on doit convaincre la place qu'on est solide côté liquide, côté financier. Et aussi, on doit dire au régulateur qu'on ne peut pas, un jour ou l'autre, créer une crise de liquidité sur le marché. Parce que là, la crise de liquidité, c'est un effet domino. Pour ta question de la profondeur, non. Il n'y a pas de profondeur. On travaille à la fin du bilan, mais dans l'avenir. On ne revient pas vers l'arrière. Parce que le stress de liquidité, on parle instant T, fin de mois. Il y a aussi c'est comme un diagnostic, mais des diagnostics plus approfondis, trimestriellement et semestriellement. Mais là, on creuse dans le bilan, on vérifie aussi, on analyse ce qu'on détient par notation. On analyse les gaps de liquidité par notation. Donc là, on analyse est-ce que ce qu'on prête en fin de mois est solide financièrement? Est-ce qu'il est réellement comme ça? Est-ce que les notes se sont dégradées? Est-ce qu'un AA+ est devenu AA-? Est-ce qu'un BB est devenu BB-? Donc là, quand la notation change, elle impacte aussi la liquidité. Pour les stress tests, on se projette par rapport à 1 année à 3 ans. Une année? Oui, une année à 3 ans. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Parce qu'au-delà de 3 ans, ce serait un peu biaisé. On estime, mais ce n'est pas vraiment exhaustif. On peut estimer même les 5 ans, les 10 ans, mais ce n'est pas vraiment exhaustif. D'accord. Oui. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci et à bientôt. Merci.